Ozone, particules fines, chaque jour nous respirons des polluants. Mais la pollution, nous n'y sommes pas seulement exposés dans les rues. Elle a aussi envahi nos maisons. L'air intérieur est même 5 à 10 fois plus pollué que l'air extérieur. Entre notre travail et notre logement, nous passons 22 heures sur 24 dans des lieux fermés, exposés à ces poisons invisibles, chimiques. Qu'est-ce qui contamine nos intérieurs? Notre santé est-elle en danger? Caroline Debaille est conseillère médicale en environnement intérieur à Nice. Ce matin, elle doit vérifier le niveau de pollution chimique d'un appartement. Valérie a emménagé dans cet appartement il y a 18 mois avec son fils asthmatique. Un intérieur très propre, du mobilier récent. À première vue, le logement semble sain. Pourtant, l'asthme de Julien s'est aggravé sans explication. Le médecin allergologue qui le suit soupçonne une pollution chimique et a demandé à Caroline Debaille d'intervenir. Le but de ma présence, c'est d'identifier avec vous les sources éventuelles de pollution, que ce soit chimique ou biologique, et qui pourraient justement aggraver ou entretenir l'asthme de votre fils. Alors, j'ai noté des bougies parfumées. Est-ce que vous les allumez parfois? Oui. Oui. On sait que les bougies, tout ce qui va provoquer un parfum ou une odeur, on sait que c'est une émission comme de substances chimiques. Donc ça, il y a peut-être un impact aussi. D'accord. Mais si c'est pas parfumé, si ce sont des bougies toutes simples, est-ce que c'est aussi nocif que... Ça dépend si vous les faites brûler ou pas. Mais a priori, celles qui sont parfumées quand même relarguent beaucoup plus que les autres. Rien n'échappe à la vigilance de la conseillère en environnement intérieur. Par rapport aux prises anti-moustiques, donc oui, théoriquement, faudrait limiter, réduire l'utilisation parce que on sait que ça relargue, donc le moins possible. De pièce en pièce, Caroline Debaille détecte de nouvelles sources de pollution chimique. Est-ce que vous stockez des produits de bricolage dans l'appartement? Il y a de la peinture là dans le placard. Dans ce placard ici? Oui. Et puis il y a du white spirit. D'accord. Là, il y a beaucoup de choses. Ah, on peut regarder, s'il vous plaît? Au grand étonnement de Valérie, tous ces produits polluent l'air intérieur. Je vais peut-être vous laisser un petit peu de place. Voilà, très bien. Je les pose à côté. Voilà. Du white spirit. Oui, c'est ça. Il y a encore du white spirit là-haut. Non, de l'alcool à brûler. Tous ces produits-là vont émettre des substances qui sont vraiment irritantes et potentiellement dangereuses. D'accord. Voilà. Même en étant fermé? Même en étant fermé, oui, ça relargue, bien sûr. Une information alerte Caroline Debaille. L'appartement a été entièrement rénové il y a 18 mois. Peinture, parquet, mobilier, du sol au plafond, presque tout est neuf. Et en particulier dans la chambre de Julien. Donc on a le parquet flottant qui est récent. Oui. Il a quel âge, le lit, à peu près? Il date du mois de mars. Alors pareil, donc tout meuble neuf, on sait que ça va émettre, notamment à cause des cols, à cause des traitements du bois, justement les cols qui ont été utilisés pour agglomérer le bois, les peintures, c'est un ensemble de choses, c'est un cocktail, donc il va émettre pendant quelques temps. Donc, petit conseil, quand on achète un meuble neuf, surtout quand il est en kit, dans la mesure du possible, je vois que vous avez la place, c'est de le laisser dehors. Donc le laisser aérer à l'extérieur, donc hors de son emballage, en quelques semaines, voilà, si possible. Quelques semaines? Oui, c'est sûr que suivant ce que vous achetez, c'est un peu difficile aussi, une grande terrasse ou pas, de le laisser dehors. Le canapé, par exemple, je vois mal comment j'aurais pu le laisser dehors. Il faut compenser en aérant. Ouais. Donc minimum matin et soir, donc 15 minutes approximativement. Chaque pièce, alors l'ouverture, l'aération, on soit bien d'accord, c'est l'ouverture en grand des fenêtres, en faisant un grand courant d'air. Les murs n'auront pas le temps de se refroidir. Je parle en hiver, bien sûr. Oui. Et le renouvellement d'air est plus efficace. Okay. Pour mesurer le taux exact de pollution chimique dans l'air de l'appartement, Caroline Debaille va placer des capteurs dans différentes pièces. Ce tube bleu va piéger les COV, les composés organiques volatiles présents dans l'air.
benzène, toluène, lexilène, éthylbenzène. Voilà. Donc ça va être posé. Ah oui, Retenez que c'est des substances chimiques. Là, donc il y en a un pour le formaldéhyde, donc qui fait partie de la très grande famille des COV, mais il est tellement important à lui tout seul que on l'a isolé. Voilà. Vous aviez déjà entendu ce mot, formaldéhyde? Non. Mais c'est vrai qu'on est bien sensibilisé à l'hygiène, la propreté, et par contre, pour tout le reste, c'est vrai que c'est pas encore rentré dans les mœurs. C'est une découverte là pour vous. Ouais. J'ai peur du résultat. Voilà, au milieu des dinosaures. Il faut surtout pas les toucher. Pas de problème. Dans 2 semaines, Valérie saura si l'asthme de son fils est lié à une pollution chimique du logement. Le polluant le plus présent, le plus préoccupant, c'est le formaldéhyde. On le retrouve dans le tissu de ce canapé, dans la colle de ce bois aggloméré, mais aussi dans cette peinture. Il a envahi notre quotidien. Un produit miracle pour les industriels qui sert de conservateur, de durcisseur ou de liant. Pourtant, les scientifiques alertent sur sa dangerosité. Au niveau mondial, le CIRC, le Centre international de recherche sur le cancer, est l'instance chargée de déterminer quelles substances sont cancérogènes. Dès 2004, le CIRC a classé le formaldéhyde comme cancérogène certain. Pour Yann Gross, l'un de ses porte-paroles, cette décision n'a pas été prise à la légère. Les experts ont passé au crible une centaine d'études scientifiques. Il n'y avait pas de doute puisqu'on a observé une augmentation du cancer du rhinopharynx chez des populations exposées, comme les gens qui travaillent dans l'industrie chimique et qui sont exposés au formaldéhyde. Ce classement est un coup de tonnerre pour les nombreux industriels qui utilisent le formaldéhyde. Mais 3 études scientifiques viennent alors à leur rescousse. En 2004, 2005 et 2006, ces publications concluent que la responsabilité du formaldéhyde dans le déclenchement des cancers n'est pas prouvée. Est-ce que vous les connaissez? Oui, absolument, oui. Mais ça n'a pas changé les conclusions. Le formaldéhyde provoque bien une augmentation du risque de cancer du rhinopharynx. Ces 3 études, signées par un même médecin, présentent un élément troublant, leur financement. Je lis, ce travail a été supporté ou financé par le Conseil du formaldéhyde, Formaldehyde Council Incorporation. Voilà. Je ne fais que lire. Les 2 autres? Alors, European Chemical Industry Council, donc le Conseil européen de l'industrie chimique. Donc ça veut dire que les financeurs sont quand même ce qu'on peut appeler les lobbies industriels de la chimie. Oui, ces publications sont financées par l'industrie chimique. Ça remet en cause un petit peu leur validité pour vous ou pas? Non, j'ai pas de commentaire à faire là-dessus. Malgré ces études, en 2009, le CIRC réitère son avis sur le formaldéhyde et le rend même responsable d'un autre type de cancer. Il s'est avéré que le nouveau groupe d'experts a également mis en évidence une augmentation du risque de leucémie chez les personnes qui étaient exposées au formaldéhyde. Vos experts se sont déjà trompés? Pour l'instant, non. Pourtant, 8 ans après ce classement du CIRC, l'Union européenne considère toujours le formaldéhyde comme un cancérogène possible et pas comme un cancérogène certain. Résultat, l'utilisation du formaldéhyde n'est toujours pas interdite. Vous pensez que le poids de l'industrie chimique peut jouer sur ces atermoiements, sur ces hésitations? J'en sais rien. J'ai pas de commentaire à faire là-dessus. Un sourire pour ne pas trop en dire. En attendant une possible interdiction du formaldéhyde par l'Europe, les consommateurs restent exposés à ce cancérogène. C'est près de Grenoble, dans ce laboratoire, que les échantillons d'air prélevés dans l'appartement de Valérie sont analysés. Les tubes pour capter les COV, les composés organiques volatiles,
avaient été déposés dans la cuisine, le salon et la chambre de Julien. L'analyse se fait dans une salle stérile. À quelle dose de polluants la jeune femme et son fils sont-ils exposés? Au bout d'une heure, Vincent Ricard, directeur du laboratoire, peut interpréter les résultats. Chaque pic correspond à un composé. Voilà, le benzène va être un pic, le toluène un pic. Et là, on voit qu'il y a une multitude il y a des dizaines de pics. Donc tous ces composés sont présents dans l'air intérieur de cet appartement. L'ensemble de tous les composés qui sont présents sur le chromatogramme représente entre 100 et 300 microgrammes par mètre cube. C'est quand même des teneurs qui sont assez élevées pour de l'air intérieur. Parmi les polluants mesurés, le benzène, classé cancérogène certain pour l'homme. Nous avons des concentrations qui sont inférieures à 1 microgramme par mètre cube dans le séjour. Nous avons dans la cuisine, nous atteignons des teneurs de 3,5 microgrammes de benzène par mètre cube d'air. Voilà. On peut expliquer dans la cuisine la présence de white spirit, d'acétone, de prépeinture. Selon vous, ça explique ces taux? Ça peut les expliquer, tout à fait. Ça peut les expliquer. Dans une autre salle, ce sont les concentrations en formaldéhyde de l'appartement qui sont analysées. Celles contenues dans l'air des 3 pièces, mais pas seulement. Caroline Debaille, la conseillère médicale en environnement intérieur, avait également posé des capteurs sur le lit de Julien, le parquet de sa chambre posé il y a 18 mois et sur le canapé du salon acheté il y a 6 mois. Ces capteurs vont permettre de connaître précisément les émissions en formaldéhyde du parquet et des 2 meubles. Sont-ils polluants? Ce qu'on trouve, c'est des émissions relativement modérées, ce qui concerne le parquet dans la chambre de l'enfant, qui émet 12 microgrammes par mètre carré et par heure, et également le lit dans la chambre de l'enfant, qui lui aussi émet. Ensuite, nous avons une émission importante au niveau du canapé lui-même, puisqu'il émet 72 microgrammes par mètre carré et par heure, en termes de formaldéhyde. C'est beaucoup? C'est déjà des émissions qui sont relativement intenses, oui. Des meubles neufs, du parquet récent, de mauvais points pour la qualité de l'air de l'appartement. Chambre et séjour, donc qui sont des lieux de vie, on est proche de 40 microgrammes par mètre cube d'air. Près de 40 microgrammes, c'est quasiment le double de la valeur moyenne de formaldéhyde relevée dans l'air des logements français. Évidemment, le formaldéhyde qui est émis depuis le canapé lui-même se retrouve dans l'air et contribue à la concentration totale. Donc c'est quoi? Un intérieur pollué? Pour le formaldéhyde, on peut clairement dire que c'est un intérieur pollué. Et est-ce qu'il peut émettre encore pendant longtemps? Il va émettre encore pendant des années. Ça va décroître, mais il émettra encore des dizaines de microgrammes par mètre carré, par heure, pendant encore plusieurs mois, c'est sûr. Pourtant, il existe des alternatives pour limiter ces émissions chimiques. Mais ces solutions, les industriels en veulent-ils? En Alsace, cet ingénieur, Thierry Miclot, met au point des innovations techniques pour des industriels du bois et de l'ameublement. Après 1 an de recherche, il a inventé un moyen de capturer les polluants chimiques dans les meubles. Cette feuille de papier a pour particularité d'absorber tous les polluants à l'intérieur du meuble, les composés organiques et également le formaldéhyde. Toutes ces molécules, elles bougent en permanence à l'intérieur. Au moment où elles arrivent à proximité de cette feuille, elles sont captées définitivement. Ce système est simple d'utilisation. Il suffit d'insérer les feuilles dépolluantes à l'intérieur d'un meuble. 5 à 6 feuilles pour cette armoire, au prix de 2 € la feuille. Par exemple, sur une étagère, ou alors dans le fond d'un tiroir, elle peut aussi se présenter sous forme de différents éléments. Par exemple, des pochettes que l'on peut accrocher sur les côtés. Et là, il y a des feuilles à l'intérieur? Elles ont exactement la même feuille active pour capter les polluants. Thierry Miclot a fait valider l'efficacité de son invention par un laboratoire indépendant et mondialement reconnu. Nous avons testé 2 meubles. Un meuble tout à fait standard et un meuble dans lequel on a mis notre système d'absorption. Alors nous avons testé sur une durée de 14 jours pour laisser le temps aux polluants de s'accumuler à l'intérieur. Sur les meubles qui étaient équipés du système de capture,
on avait une pollution de 30 microgrammes par mètre cube de formaldéhyde, alors que dans un meuble standard, on était à 92. Donc si on a 3 fois moins à l'intérieur, il y aura aussi 3 fois moins de pollution à l'extérieur. Malgré ses performances, Thierry Miclot n'a pas réussi à convaincre les industriels de commercialiser son invention. Nous n'avons pas encore trouvé de partenaire pour commercialiser. Comment vous expliquez ça? Comment on peut dire ça? Les fabricants de meubles ne veulent pas le vendre en l'état comme ça. Quand vous leur avez proposé le kit, qu'est-ce qu'ils vous ont répondu pour expliquer leur refus? Quelque part, s'ils proposent un kit pour dépolluer le meuble, ça veut dire voilà, on a des meubles qui polluent, donc on vous propose un kit qui dépollue. Ça veut dire que vendre ces kits pour les industriels, ça voudrait dire nous participons à la pollution de l'air intérieur? On va peut-être faire une pause. À l'entendre, les industriels de l'ameublement préféreraient ne pas investir sur ces solutions pour ne pas inquiéter les consommateurs. À ce jour, ces feuilles dépolluantes ne sont donc pas en vente. Dans d'autres secteurs, les industriels n'ont pas eu le choix. Ils ont dû se préoccuper des polluants émis par leurs matériaux. Dans les magasins de bricolage, depuis 1 an, un étiquetage sanitaire a vu le jour. Après de longues années de combats, médecins et associations de consommateurs ont convaincu le ministère de l'écologie d'agir. Peinture, parquet, vernis, isolant, colle, revêtement de sol. La loi impose aux industriels qu'en septembre 2013, tous ces matériaux soient étiquetés. Sur cette étiquette, une lettre A+, A, B ou C. La lettre C correspond aux produits qui émettent le plus de formaldéhyde et de composés organiques volatiles. A+, ce sont les matériaux les moins émissifs. 1 an après le début de sa mise en place, les clients connaissent-ils l'étiquetage ? Est-ce que vous avez vu qu'il y avait un étiquetage avec des lettres sur les peintures? Non, ça ressemble un peu à ce qu'il y a sur les machines à laver. Vous savez ce que ça signifie? Non, pas du tout. Vous y aviez prêté attention? Non, même pas. Très faible émission, à forte émission de quoi? Solvant. Toxicité par inhalation. Ouais, c'est pas forcément très clair. Vous êtes peintre en fait? Oui. D'accord. Et vous connaissez l'étiquetage ou pas encore? Non. Non, pas vraiment. Vous n'avez pas du tout entendu parler? Non. Et vous le voyez là sur les... C'est-à-dire résistance renforcée au lessivage, je vois. 100 mm. Et sinon, je ne sais pas où est-ce qu'il serait, au point de vue écologique, ce serait quoi? Ce serait ça? D'accord. L'étiquetage, est-ce que c'est quelque chose qui peut faire partie de votre Non, pas décision? vraiment. Pas vraiment. J'y crois pas beaucoup. Dans un autre magasin de bricolage où nous nous sommes rendus en caméra cachée, nous découvrons que certains vendeurs des rayons concernés ne connaissent pas non plus cet étiquetage. On m'a dit qu'il y avait des lettres qui permettaient de savoir si les matériaux émettent plus ou moins de polluants ou pas. Des quoi? Des lettres ABC. Un étiquetage qui existait pour les parquets. Ça vous dit rien? J'ai regardé, sur les Justement, je vois rien, c'est pour ça. Vous n'êtes pas au courant? Ok. Au rayon peinture, on nous oriente directement vers des pots étiquetés C. Mais ça veut dire que c'est dangereux? Alors madame, ça veut dire que c'est plus nocif, c'est les peintures les plus nocives qu'on ait. Est-ce que c'est dangereux? C'est pas dangereux, il n'y a aucune peinture qui a été dangereuse. Sauf si on la mange. Ça c'est rien. Et alors il vaut mieux prendre quoi comme lettre si on veut pas quelque chose de... Alors venez par là. Vous cherchez quoi? Une peinture écologique? Qu'est-ce que vous cherchez exactement? Ça pollue pas trop parce qu'on m'a dit que ça pouvait polluer. Alors si vous voulez une peinture bio, madame, il y a des peintures bio. Par contre, ce qui est bio, madame, c'est pas costaud. Tout de suite, ils ont enlevé tous les solvants qui donnaient la résistance et la résistance à la peinture. Attends, si vous voulez partir sur des peintures bio, c'est vraiment, franchement, c'est de plus en plus n'importe quoi. Cet étiquetage, que très peu semblent connaître, nous avons cherché à savoir comment il était déterminé. Dans ce laboratoire accrédité, les tests de matériaux s'enchaînent. Chaque mois, Christelle Nicolet, chimiste, analyse les émissions d'une vingtaine d'échantillons en vue de leur étiquetage. Donc là, nous sommes par exemple en train de tester des peintures. Ici, par exemple, des plaques de plâtre. Nous pouvons tester également donc, des parquets, des portes ou des fenêtres, par exemple. Donc on va découper la fenêtre pour que ce soit représentatif de la fenêtre entière dans une pièce. Ça est réglementé.
Oui, tout ça est réglementé. Tous les matériaux qui sont utilisés à l'intérieur de l'habitat sont attestés et donc à étiqueter. Les matériaux, comme ce revêtement de sol, sont enfermés dans des chambres d'émission. C'est cette boîte transparente dans laquelle le matériau va émettre. Pendant 28 jours, l'air ultra pur va circuler à la surface du matériau. Et donc, au bout du 28e jour, nous prélèverons donc, les COV et les aldéhydes pour après les analyser et en déterminer l'étiquetage. Pourquoi 28 jours? C'est pour simuler l'émission du matériau à long terme et donc simuler ce que vous respirez à long terme. Pour classer le matériau, au total, 10 composés organiques volatiles, dont le formaldéhyde, vont être mesurés. En fonction des concentrations obtenues, là par exemple, vous avez beau avoir tous ces composés-là avec des seuils inférieurs au seuil A+, on a donc malheureusement le 1,4-dichlorobenzène qui se trouve en classe B. Donc on aura une classe B. Même si tous les autres étaient A+, s'il y a un composé qui est classe B, tout l'ensemble du produit est classé B. Voilà. Ces tests paraissent contraignants pour les industriels. Pourtant, des médecins ne considèrent pas cet étiquetage comme totalement fiable. Nous sommes retournés dans un magasin de bricolage avec le docteur Schinazi qui dirige le laboratoire d'hygiène de la ville de Paris. Dans son travail, il est confronté aux intérieurs pollués et aux conséquences sur la santé. Le docteur recommande l'achat de produits A+, mais il estime aussi qu'il faut s'en méfier. On ne peut pas considérer ces produits comme pas du tout émissifs. Ils émettent. Même quand ils sont A+. Même quand ils sont A+, ils émettent des composés. En général, ces produits émettent beaucoup au début. C'est-à-dire quand on a appliqué une peinture, les émissions sont immédiates. Au bout d'une semaine, les émissions vont baisser. Et donc, il est important, pendant cette semaine-là, de bien aérer sa maison pour évacuer cette pollution, ou sinon, elle va rester dans la maison. Et c'est bien ce qui dérange le docteur Schinazi. Ces tests ne sont réalisés qu'au bout de 28 jours et ne prennent pas en compte les émissions à court terme, qui sont pourtant les plus fortes. Cette information d'étiquetage nous dit simplement pour l'exposition à long terme, ce que le parquet va émettre plus tard. Mais le jour où on l'a posé, ce parquet peut émettre beaucoup de choses et ça on ne le sait pas par l'étiquette. Le docteur Schinazi regrette également que l'étiquetage se limite à la mesure de 10 composés organiques volatiles. Donc l'étiquetage ne permet pas de savoir s'il n'y a pas d'autres substances volatiles émises par le produit. Et donc l'étiquetage est un premier pas intéressant puisque le consommateur finalement peut s'y retrouver, mais ceci ne veut pas dire qu'il est protégé à 100%. Pourtant, à l'origine, cet étiquetage devait être plus ambitieux. Dans ce document que nous nous sommes procurés, l'Agence nationale de sécurité sanitaire indique la marche à suivre pour établir cet étiquetage. Les experts recommandent la mesure de 165 COV et non de 10. Cette préconisation est restée lettre morte. Pourquoi le ministère de l'écologie a-t-il opté pour un étiquetage à minima? Nous avons retrouvé le fonctionnaire qui a piloté le texte de loi, Christophe Morel. À notre étonnement, nous découvrons que le but n'était pas de protéger le consommateur. L'objet du texte, c'est pas de garantir un aspect sain à 100% du produit. Si on était parti sur un projet comme celui-là, il y aurait eu finalement deux classes. Soit vous êtes en dessous des seuils sains et vous pouvez mettre sur le marché votre produit, soit vous êtes au-dessus. Et là, bien entendu, on ne peut pas mettre sur le marché le produit. Ce n'est pas l'objet de l'étiquetage, c'est bien de l'information sur les niveaux d'émission des produits. Quand on part de rien, on essaie déjà d'arriver à un premier résultat, et après, bien entendu, il s'agit de l'améliorer. Il n'y a absolument aucun souci là-dessus. On ne prétend pas avoir fait le tour de la question, et notamment de la question, cet étiquetage vous garantit-il un air sain à 100%? Cet étiquetage, qui peut paraître incomplet, nous découvrons qu'il a mis 10 ans à voir le jour. Nous retrouvons le docteur Schinazi dans son laboratoire. En 2002, il faisait partie du Conseil supérieur d'hygiène publique de France. Cette année-là, ce conseil recommandait déjà que le consommateur soit informé sur les émissions chimiques des matériaux.
Si on insiste fortement dans ces années-là pour dire aux industriels, nous voulons connaître la nature de vos produits, nous voulons connaître le type d'émissions de produits chimiques, de polluants chimiques qu'il y a, c'est parce qu'on avait déjà à cette époque-là, et même un petit peu avant, commencé à détecter des problèmes de santé dans la population liés à cette pollution intérieure. Et les recommandations vont se succéder. En 2004, dans le premier plan national santé-environnement, le gouvernement incite les industriels à étiqueter leurs matériaux. Souhait encore renouvelé en 2009 dans le deuxième plan santé-environnement. Mais rien ne se passe. Alors, est-ce qu'on peut dire que les industriels attendaient un peu la loi en disant pour l'instant c'est qu'une incitation, c'est pas une obligation. Donc on attend l'obligation et on ne fait pas pour l'incitation. Tant qu'on n'oblige pas, il ne se passe rien. Pas grand-chose. C'est classique. Les lobbies industriels ont-ils tenté d'empêcher le ministère de mettre en place cet étiquetage? La réponse de Christophe Morel est sans ambiguïté. Est-ce qu'il y a des points sur lesquels vous avez été extrêmement ferme vis-à-vis des industriels? L'existence même de l'étiquette. L'existence même de l'étiquette. L'idée, c'était pas d'arriver à un système où potentiellement vous allez sur un site internet récupérer une information ou alors ça va être distribué à côté dans une plaquette commerciale. Non, l'idée c'était sur le produit, on a l'information au moment où on achète. Certains industriels n'étaient donc pas favorables à cet étiquetage. Et nous allons en avoir la preuve. Au cours de notre enquête, nous avons découvert les véritables intentions d'un de leurs lobbies, l'AIMCC, l'Association des industries des matériaux de construction. Derrière ce sigle, 7000 entreprises, les fabricants de bois, d'isolants, de plastique, bref, un lobby en béton. Et manifestement, l'étiquetage, ils n'en voulaient pas. Dans ce mail interne que nous nous sommes procurés, on peut lire que l'AIMCC plaide pour une petite étiquette discrète et facilement dissimulable. Munis de ce document, nous allons demander des explications à la représentante environnement du lobby, Caroline Lestournel, qui a accepté de nous recevoir. Est-ce qu'il faut entendre ceux qui vous reprochent de ne rien faire et de ne pas vouloir informer le consommateur tant que vous n'êtes pas contraint par la loi? Alors là, je suis tout à fait tranquille pour vous dire que franchement, dans la partie environnementale et sanitaire, les produits de construction sont en avance par rapport à tous les autres produits et que la France est particulièrement en avance. On peut critiquer tout ce qu'on veut. Je crois à un moment qu'il faut reconnaître les initiatives totalement volontaires qui ont été mises en place par le secteur des produits de construction. Alors, je voudrais vous montrer un document. Alors, c'est un mail qui est le délégué général de l'AIMCC, c'est ça, si je ne me trompe pas? Oui. Avec qui vous siégez régulièrement dans les groupes de travail, où il parle de l'étiquette, justement. C'est un mail interne à l'AIMCC? Oui, qui vous est adressé parmi de nombreux destinataires, qui date de janvier 2010. Vous avez des mails internes à l'AIMCC? Alors pourquoi vous avez cherché à dissimuler l'étiquette? Pas du tout. C'est ce qui est écrit. Non, mais c'est... Vous voyez? Je vous dis, la seule condition pour déployer l'étiquette de la façon la plus économique possible, c'est qu'elle soit intégrable dans les étiquettes existantes. Ça veut dire quoi, dissimulable? Pourquoi il fallait dissimuler les Non, c'est pas... C'est une maladresse d'écriture, c'est pas... À partir du moment où on parle d'un format discret et dissimulable, ça veut dire qu'on veut dissimuler l'information qui est donnée par l'étiquetage. Pas du tout. Autrement. Pas du tout, pas du tout. Non, pas du tout. Comment vous expliquez ces mots-là? Je n'explique pas, je n'ai pas à l'expliquer. C'est un mail de travail interne à l'AIMCC, je n'explique rien. Dans le même mail, on apprend que le lobby a fait appel à ses relais européens pour que Bruxelles retoque le projet de loi français sur l'étiquetage. Car la France a dû faire valider son projet de loi par l'Europe, comme toute loi qui concerne la libre circulation des marchandises. Mais cette fois-ci, les lobbies ont échoué. Vous n'avez pas été entendu, c'est une déception?
Écoutez, c'est une décision de la France de poursuivre malgré tout sur l'étiquetage. À partir du moment où les textes sont publiés, on applique la réglementation sans aucun état d'âme. On peut dire que vous êtes battu jusqu'au bout pour essayer de l'empêcher? Comme dans tous les projets, on discute sérieusement parce qu'on n'est pas sur des sujets complètement stabilisés. Vous pensez que sur le caractère dangereux des polluants chimiques à l'intérieur des maisons, on n'est pas encore assez calé? On est souvent dans de l'information un peu anxiogène. Il ne faudrait pas faire croire aux gens, quand même, qu'ils sont en danger dans leur maison. Leur maison les protège, ils sont dans des ambiances en général tout à fait satisfaisantes pour leur santé. Pourtant, certains industriels ont décidé de réduire les polluants dans leurs matériaux. Dans cette usine, en Picardie, le groupe PPG commercialise depuis 2 ans une gamme de peintures aux émissions chimiques très réduites. C'est devenu pour la marque un argument de marketing. C'est vrai, quand on écoute les consommateurs, des études qualitatives qu'on peut faire, clairement il y a une demande du consommateur pour avoir des alternatives de peinture par rapport à ce qu'il pouvait trouver jusqu'à présent. C'est une peinture qui réduit vraiment les polluants dans l'air intérieur, absolument, qui a été fabriquée dans le but, c'est vraiment d'avoir un minimum de composés organiques volatiles qui va s'évaporer dans l'air intérieur. Et comme la peinture est partout, c'est important de faire ce travail-là aussi. La solution technique est venue du laboratoire de l'usine. Après 1 an de recherche, cette résine chimique, principal constituant de la peinture, a été remplacée par une résine naturelle à base d'huile de tournesol. Elle n'exige aucun ajout de solvant et réduit donc les émissions de COV. Mais elle présente tout de même des inconvénients. C'était un vrai défi. Parce que si vous ne faites rien, si vous introduisez uniquement la résine ici à la place de celle-là dans une peinture, fatalement, vous allez avoir une peinture plus jaune. Et ça, nos clients ne l'accepteraient pas. Donc on a dû jouer sur les cocktails de poudre, sur les additifs, pour enfin obtenir quelque chose de vraiment équivalent ou vraiment très très proche. Et du coup, pour les personnes qui travaillent sur la chaîne de fabrication, le fait d'avoir supprimé les solvants, est-ce que ça a entraîné Oui, tout à fait, une manière de travailler différente? Ils n'ont plus de précautions à prendre au niveau des protections respiratoires chimiques, qui filtrent les particules chimiques dans l'air. Mais une résine naturelle, plus saine, ça a un coût. La résine qui va coûter le plus cher entre une résine synthétique et une résine naturelle, ça va être la résine naturelle. Beaucoup plus cher? Oui, beaucoup plus cher. Il y a des rapports qui peuvent aller du double, voire multiplié par 3, effectivement. Malgré le coût beaucoup plus élevé de la matière première, cette peinture naturelle n'est pas vendue plus cher que les autres gammes de la marque. Car l'entreprise a mis au point un nouveau mode de conditionnement qui réduit ses frais de transport. L'innovation, ce sont ces poches d'emballage. En fait, vous voyez, sur une palette de 0,5 litre, on met 968 boîtes. Quand sur une palette, là, pour nos poches 1 litre, on met 4000 poches en tout. Donc on va conditionner 4000 litres de peinture avec cette palette, quand là, on va en conditionner moins de 500 en fait. Donc, voilà. Donc dans les camions, ça prend moins de place? Ça prend moins de place, ça nous permet vraiment de ne pas répercuter de hausse de prix pour le consommateur. Pourquoi ne pas chercher à développer ce principe de zéro solvant à toutes vos gammes de peinture? Ça reste encore une demande finalement nouvelle pour le consommateur, donc on attend de voir comment est-ce que ce produit fonctionne avant de l'implanter vraiment en masse. La balle est donc aussi dans le camp des clients. S'ils plébiscitent des produits moins polluants, les industriels seront poussés à les développer. Mais les consommateurs connaissent-ils toutes les sources de pollution de leur maison? Il en est une très répandue, les produits ménagers. Nettoyant pour sol, pour vitres ou sanitaire, dépoussiérant, assainir son intérieur revient souvent à dégrader la qualité de l'air. En clair, plus on fait le ménage, plus on pollue. Et beaucoup l'ignorent. À Tétéghem, près de Dunkerque, Barbara sensibilise des ménagères à la nocivité des détergents. Membre de l'association de consommatrices WECF, elle a disposé sur la table des produits ménagers couramment utilisés. Alors je vous laisse des petites vignettes. Tout commence par un jeu. Les consommatrices doivent évaluer les produits. Une vignette rouge pour un détergent dangereux, verte si on ne risque rien et blanche quand on ne sait pas.
Extra hygiénique. Je vois rien. Je vois rien. Mais c'est Déjà, ça il qui y a voit. l'ophtalmo. Non, mais moi j'ai mes lunettes, mais quand c'est écrit trop petit, je vois pas. C'est pas marqué. J'ai rien marqué là-dessus. Elle semble un peu perdue. Bah alors on sait pas. On sait pas. Ouais, non, c'est pas bien. Tu marques c'est pas bien? Bah ouais. Il n'y a pas beaucoup d'indications. Non. Contient, entre autres composants, du parfum. Point. C'est très utile. Je mettrai un rouge. Bon, on fait des erreurs parce qu'on ne connaît pas tout. Est-ce que ça a été facile de faire le tri? Qu'est-ce que vous avez eu comme information sur la composition des produits? Il y a Composition, il n'y a pas de composition. Alors voilà, c'est la grande... C'est pas en français. C'est la grande différence avec les produits cosmétiques, c'est que sur les cosmétiques, on a vraiment une liste d'ingrédients. Là, sur les produits ménagers, la seule obligation, c'est des indications de pourcentage de grandes familles de composés. Donc on n'a pas beaucoup d'informations. Produit après produit, Barbara alerte les consommatrices sur la nocivité des composants de nombreux détergents. Commence à se toucher les produits anticalcaires. Ouais, ça c'est bien. Bah, le vinaigre. Ça c'est bien. Bah oui. Non, Il n'est pas du tout question ici de dire que tel produit ne fonctionne, enfin que le produit conventionnel ne fonctionne pas, ne lave pas bien, ne détartre pas, n'adoucit pas, ne rend pas brillant. D'accord? C'est pas ça que je suis en train de dire. Moi, je suis en train de vous dire que l'anticalcaire conventionnel, il est nocif pour la santé. Je pensais pas que c'était si nocif. Une pollution préoccupante, au point que le ministère de l'écologie a commandé une étude à des scientifiques. Une étude grandeur nature. Dans cette maison témoin, pendant 3 ans, une 50aine de produits ménagers ont été testés par une équipe d'ingénieurs dirigée par Mélanie Nicolas. Chaque pièce a été nettoyée et après chaque coup d'éponge ou de spray, les émissions de polluants ont été mesurées. Les conclusions de cette étude n'avaient encore jamais été rendues publiques. Elles sont sans appel. On a testé donc nos produits d'entretien dans des conditions réalistes, telles que les fabricants les mettaient au niveau des recommandations d'usage. Et on s'est aperçu que les produits d'entretien pouvaient contribuer de façon significative à augmenter la pollution de l'air dans les environnements intérieurs. Ça pollue beaucoup à l'intérieur? Selon les produits, on pouvait avoir donc des augmentations des concentrations donc, de fond dans notre pièce qui pouvaient être relativement importantes, des concentrations augmentées de 2 à 3 fois par exemple pour certains produits. Les ingénieurs ont retrouvé dans l'air de la maison jusqu'à 30 composés organiques volatiles émis par les détergents. Et parmi eux, une substance décidément incontournable. Et on s'aperçoit qu'effectivement, le formaldéhyde a été retrouvé dans 91% des produits que nous avons testés. Et nous avons retrouvé, donc, parmi les composés organiques volatiles, de nombreux composés qui appartiennent à la famille des terpènes, donc notamment le limonène, qui donne notamment ces petites odeurs de frais, de naturel aux produits d'entretien. Dans nos logements, il est rare qu'on utilise un seul produit ménager. Or, les chercheurs ont découvert que l'utilisation de plusieurs détergents est bien plus nocive que la simple addition des différents polluants qu'ils émettent. Alors c'est un petit peu effectivement un effet comme ça de mélange ou un effet cocktail. Donc on a toutes les substances qui se retrouvent dans un même environnement et certaines des substances sont assez spécifiques et peuvent réagir les unes avec les autres. Et parmi donc, les produits qui seraient formés de ces réactions, on retrouve le formaldéhyde, qui donc est à la fois un composé émis directement par les produits d'entretien et également ce qu'on appelle un sous-produit réactionnel qui est issu de la réactivité de différentes substances émises entre elles dans le lieu. Donc du formaldéhyde est créé à partir du mélange, de la rencontre des différentes substances. Des différentes substances émises par les produits ménagers et également par les matériaux qui sont déjà présents aussi dans la pièce, comme le mobilier ou les revêtements de sol. Dans nos maisons, sans nous en rendre compte, nous fabriquons donc en nettoyant un cocktail chimique particulièrement nocif. Face à cette pollution alarmante, le ministère de l'écologie envisage désormais un étiquetage sanitaire des détergents. Au nouvel hôpital civil de Strasbourg, dans le service d'allergologie, l'utilité d'un tel étiquetage ne se discute pas. Il y a 2 ans, le professeur Deblé a supervisé une étude qui prouve que le formaldéhyde aggrave l'asthme des personnes allergiques. En ce moment, il étudie l'impact sur les asthmatiques de l'ammonium quaternaire, une substance que l'on retrouve dans certains détergents. Merci. Isabelle est infirmière dans un espace ultra aseptisé, un bloc opératoire nettoyé plusieurs fois par jour.
Ces crises d'asthme sont devenues un véritable handicap. Je fais de l'asthme depuis 8-9 ans sans raison particulière. Et donc tous les tests allergiques pour l'instant sont négatifs. Et donc on soupçonne une allergie aux ammonium quaternaire. Qui se retrouve de quelle façon, tenez-vous tous les produits ménagers qu'il y a dans le bloc, les détergents, les nettoyants, les lingettes. Très bien fixé, quoi. Si effectivement ça vient de ça, il faudra que j'envisage une reconversion professionnelle par obligation, quoi. Alors les ammonium quaternaire, en fait, ça sert de désinfectant. Et ça, c'est vrai qu'on le retrouve relativement fréquemment dans un certain nombre de produits qu'on utilise à la maison. Et les personnes qui vont les utiliser à la maison, par exemple lorsqu'ils nettoient leur salle de bain ou nettoient leurs toilettes, peuvent s'exposer de façon très forte parce que ce sont souvent des pièces petites, plus ou moins ventilées. Et donc, il va y avoir un phénomène d'exposition importante. Voilà, donc vous allez prendre l'embout en bouche. Donc on va démarrer l'exposition du test. Je vais vous mettre le pince-nez, donc vous respirez tranquillement, normalement. La patiente va inhaler progressivement des doses de plus en plus fortes d'ammonium quaternaire. Donc on va faire 30 secondes dans un premier temps. Vous respirez bien. Voilà, inspirez, soufflez. Très La bien. réaction allergique et asthmatique ne se fait pas attendre. Inspirez, oui, soufflez, très bien. Vous sentez une petite gêne? Un petit peu. Ça vous fait un petit peu tousser, oui. On va vérifier le souffle pour voir si ça n'a pas bougé. Et on va attendre un petit peu si c'est gênant pour vous. Vous allez bien inspirer à fond. Vous soufflez fort. Vous videz, vous videz, vous videz, vous videz, vous videz, vous videz, tout ça. Voilà, très bien. Voilà, on va s'arrêter là pour l'instant. On va attendre une dizaine de minutes pour voir si vous récupérez. Et puis on verra si on continue le test. Donc on peut réagir assez vite. Là, on peut réagir assez vite et on peut avoir une toux. Voilà. Là, vous n'avez pas de doute sur l'effet des ammonium quaternaire sur la dame? Alors, effectivement, lorsqu'on a des réactions tout à fait typiques, le diagnostic est certain. Ce qui est embêtant pour les allergiques, ce sont les polluants chimiques, donc par exemple les ammonium quaternaire, mais ça peut être aussi les composés organiques volatiles, comme ce qu'on appelle les terpènes, tous les déodorants qu'on va avoir, les bougies odorantes, les produits déodorants, qui aussi sont des irritants pour les bronches, comme les huiles essentielles qui contiennent beaucoup de composés organiques volatiles, qui sont très très irritants pour les bronches des asthmatiques et des allergiques. Donc ce sont des produits qui vont aggraver les symptômes ou provoquer les symptômes. Là, on va se préparer pour le test à la méthacholine. Vous prenez l'embout en bouche. Pour se protéger de ces polluants, certains consommateurs font le choix des produits ménagers écologiques. Mais ces détergents protègent-ils notre santé? Depuis plusieurs années, le magazine Que Choisir, à travers ses enquêtes, tente de faire le tri au rayon détergents entre produits conventionnels et écologiques. On a titré déjà un air pas brillant, un air intérieur pas brillant. Elisabeth Chenet est spécialiste des pollutions chimiques pour Que Choisir. En janvier 2010, elle a fait analyser une vingtaine de produits phares du marché et les résultats sont surprenants. Nous, ce dont on s'aperçoit dans les tests, c'est que produits industriels qui ne revendiquent rien ou produits verts qui revendiquent, ça ne prouve rien. Si vous voulez, par exemple, dans ce test sur les nettoyants ménagers, en termes d'émissions de polluants, on a un produit qui n'émet pas. Nous, on a mis 2 fois 3 étoiles et sur le formaldéhyde et sur les autres substances chimiques. Ça veut dire vraiment qu'il n'émet pas de polluants dans l'air intérieur des logements. C'est un produit industriel qui ne revendique absolument rien en matière ou de respect de l'environnement ou de côté sanitaire. En revanche, on a là un produit écologique. On peut penser qu'il est parfait. Bien, nous avons trouvé qu'il émettait quand même beaucoup trop de polluants dans l'air des logements. L'absence d'informations sur les émissions désoriente même les consommateurs les plus avertis. Si vous voulez, même moi, en magasin, je vois tous ces produits, je ne vais pas savoir lequel ne va pas polluer mon logement. Un étiquetage serait le bienvenu. À l'étiquetage, sur tous les nettoyants ménagers, tous les détergents, nous le réclamons depuis le Grenelle de l'environnement, puisqu'il était question d'étiqueter et qu'on étiquette effectivement un certain nombre de produits. Parce que dans tous nos tests, ce sont parfois de très gros pourvoyeurs de polluants pour l'air des logements.
Pas d'étiquetage sur les détergents, mais le consommateur peut acheter des produits à label. Un label, est-ce une réelle garantie sanitaire? Peut-on s'y fier? En France, le leader des détergents écologiques à label, c'est la marque L'Arbre Vert. Depuis 2003, tous leurs produits sont fabriqués dans cette usine de la banlieue de Poitiers. Mais le marché des nettoyants écologiques reste une niche. Il ne représente que 5% du marché des détergents, très loin derrière les mastodontes de l'industrie pétrochimique. Pour Lisa Buono, chargée de la communication, toute la difficulté a été de produire vert tout en restant concurrentiel. Notre positionnement chez l'Arbre Vert, c'est vraiment de proposer aux consommateurs un produit qui soit accessible, donc pas plus cher qu'un produit classique, puisque sinon l'alternative en fait n'a pas lieu d'être. Un défi pour l'entreprise, puisque les matières premières végétales et minérales utilisées coûtent plus cher que celles issues de la pétrochimie. Il a donc fallu économiser dans d'autres secteurs. Nous privilégions les fournisseurs qui sont à proximité de notre usine, en France ou en Europe, et ce qui nous permet de réduire aussi nos coûts de transport. Pour convaincre les consommateurs soucieux de l'environnement et de leur santé d'acheter leurs produits, la marque compte sur ce label symbolisé par cette fleur verte. Il s'agit de l'écolabel européen. Quelles contraintes impose-t-il aux industriels? Aujourd'hui, justement, c'est jour de contrôle. Les représentants de l'écolabel européen vérifient l'ensemble de la chaîne de production. Cet audit a lieu tous les 2 ans. Bon, l'idée ici, c'est de prendre un prélèvement sur le lot que vous avez fait, sur cette fabrication. L'échantillon de détergent va être ensuite analysé en laboratoire. Okay. Alors là, il y a différents paramètres qui vont être regardés pour voir, si, par exemple, le pH, la viscosité. Les représentants de l'écolabel se préoccupent également des polluants chimiques. Le formaldéhyde et les ammoniums quaternaires sont totalement interdits. En revanche, les composés organiques volatiles, les COV, ne sont pas proscrits. On a un seuil qui est défini à 6% pour les nettoyants sanitaires, universels, cuisine, etc. Et un seuil qui est défini à 10%, voilà, jusqu'à 6% maximum dans la formulation de composés organiques volatiles. Et alors pourquoi ne pas être à 0 ? Derrière, ça serait, je pense que si on mettait à 0, il n'y aurait pas grand monde qui aurait l'écolabel européen. Donc l'écolabel européen ne garantit pas une absence de substances, qui peuvent être nocives. Non, justement, il limite, c'est ce que dit l'écolabel européen, c'est un moindre impact sur l'environnement, parce qu'un produit ne peut pas ne pas avoir d'impact, il aura forcément un impact sur l'environnement. Derrière, lui, il le limite. Pour réduire davantage l'impact de ces polluants sur la santé des consommateurs, la marque a mis au point un nouveau type de spray. Ça n'a l'air de rien, mais pour le directeur du laboratoire, ça change tout. Chose qu'il faut savoir, en fait, c'est que les composés organiques volatiles, justement, ils peuvent générer un risque par inhalation. Donc nous, ce qu'on a fait depuis en fait 2009, c'est qu'on est passé à des sprays mousse. Ce qui veut dire qu'en fait, quand on pulvérise une mousse, et du coup, on n'a plus les particules fines que le consommateur peut inhaler lors de l'utilisation. Je vais vous montrer. Vous voyez, on a une mousse, et du coup, on n'a plus de petites particules qui montent dans l'air et que l'individu peut respirer. Mais pour des raisons de marketing, la marque n'envisage pas pour l'instant de supprimer tous les COV, et notamment ceux contenus dans les parfums. On peut les réduire à un maximum, hein. Les solvants, on pourrait même les supprimer. Néanmoins, le consommateur attend quand même à ce que les produits apportent une bonne odeur. Une bonne odeur sur le linge, une bonne odeur sur la peau, une bonne odeur au nettoyage des sols, de la cuisine. Donc il faut quand même ne pas s'éloigner de l'attente consommateur. Je ne suis pas sûr que le consommateur soit prêt aujourd'hui à travailler qu'avec des produits non parfumés. L'écolabel européen réduit, sans la faire disparaître, la pollution chimique. Pour les consommateurs qui préfèrent entièrement maîtriser la composition de leurs détergents, la solution est de les fabriquer soi-même. Alors, une chose à se poser, c'est... À Tétéghem, Barbara de l'association WECF poursuit son atelier santé autour des détergents. Elle va maintenant proposer aux ménagères une alternative, des recettes de grand-mère. Alors là, on va fabriquer un produit multi-usage.
C'est-à-dire qu'on pourra l'utiliser des sols au plafond, dans toutes les pièces de la maison. Voilà. Hein, donc, pour 1 litre, 1 cuillère à soupe de vinaigre blanc, 1 cuillère à soupe de bicarbonate. Ça va mousser un peu. Et après, vous allez remplir d'eau chaude. Et c'est fini. Et pour ceux qui aiment que ça sente le propre, on peut rajouter une huile essentielle. Là, on se retrouve avec un produit qui n'a pas d'odeur particulière. On aura peut-être un petit peu de mal de passer de l'un à l'autre. Donc ça peut être bien. En plus, vous choisissez, voilà, l'eucalyptus, c'est ce qu'on disait, ça assainit l'air. Enfin, c'est une odeur de propre. Si on a besoin d'une odeur de propre, pourquoi pas. Ou un petit peu d'huile essentielle de citron, mais vraiment très très peu. Et surtout, si on est sûr que dans la famille, il n'y a pas d'allergie, d'asthme. Hein, les huiles essentielles avec parcimonie. L'arbre à thé. C'est quoi? Une goutte. une solution simple, saine et économique. Car le panier moyen d'une famille en produits ménagers est tout de même de 250 € par an. Avec ces recettes, l'ardoise détergent devrait sensiblement baisser. Pour les meubles en bois, vous allez prendre un petit... Je vous ai fait passer des flacons en verre, là. On va mettre dedans 5 cuillères à soupe d'huile d'olive. Et 5 cuillères à soupe de citron. Voilà, vous mélangez. Il faudra mélanger à chaque fois. Vous pensez que c'est aussi efficace? On va essayer, on Ah, verra. ça va bien. Ah oui, elle dit que ça va. Ça va bien, j'ai déjà fait. Enfin, moi, pour ma part, je vais l'essayer. Et déjà d'une, tous les produits que j'achète, je le ferai plus. Je vais plus le faire. Parce que déjà d'une, pour les économies, c'est toujours intéressant. Je crois que les cochonneries, on en a suffisamment autour de nous pour retourner vers quelque chose de plus naturel. Protéger sa santé. Voilà. Depuis, plus de la moitié des participants a adopté ce type de détergent. Recette de grand-mère, aération quotidienne. Pour réduire la pollution chez soi, il n'est pas si difficile de se défaire de ses habitudes.